Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis madame Kaba Fofana Yaya Fanta, secrétaire exécutive de l'Observatoire national de l'équité du genre. L'Observatoire national de l'équité du genre en abrégé ONEG est une structure créée en décembre 2014 mais dont le décret de création a été modifié en juillet 2019. C'est une structure qui fait partie des structures attachées au cabinet du Premier ministre. Et le Premier ministre est lui-même le président du conseil d'orientation de cette structure. Et la mission essentielle de cette structure est une mission de veille, d'alerte et d'anticipation sur toutes les questions concernant l'équité et l'égalité des genres. Et en Côte d'Ivoire, dans les services publics et dans tous les secteurs d'activité humaine. L'observatoire, cette mission essentielle se décline donc en plusieurs autres, dont la collecte et l'analyse des données sur les genres, la collecte des études et de tous les documents produits en matière de genre, les études, les enquêtes, l'appui au renforcement des capacités en matière d'équité et d'égalité de genre, et le contrôle des structures chargées de la prise en compte du genre dans tous les projets, programmes de développement et dans tous les secteurs de la vie publique et du secteur privé. Je voudrais vous dire que nous travaillons donc en collaboration avec tous les départements ministériels, avec les institutions, voilà, pour veiller à ce que des mesures favorisant l'égalité entre les garçons et les filles, les hommes et les femmes soient prises effectivement en vue de réduire les disparités entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, nous savons tous que la réduction des disparités a une valeur ajoutée économique, Dans son dernier rapport, non pas le dernier, dans le rapport de 2017, je pense, intitulé « Et si l'émergence était une femme ?», la Banque mondiale démontre que si la Côte d'Ivoire réussissait vraiment à réduire de façon drastique les inégalités entre les hommes et les femmes, elle engrangerait 6 à 8 000 milliards de dollars américains. Est-ce que nous nous rendons compte de cette manne-là qui pourrait être utilisée à renforcer le développement en Côte d'Ivoire, de sorte que la Côte d'Ivoire ait en elle-même les ressources financières nécessaires pour asseoir son développement durable. Donc, les questions du genre sont une question de développement. Il s'agit de capitaliser les intelligences et les intelligences de toutes les composantes de la population, les hommes et les femmes. D'un côté, les garçons et les filles, pour leur donner l'opportunité vraiment de participer en tant qu'acteurs de développement et de profiter aussi, de créer la richesse et de profiter effectivement de cette richesse. Qui participe doit absolument profiter. Donc c'est dans un souci de développement inclusif, harmonieux et durable que le gouvernement de Côte d'Ivoire a jugé nécessaire de compléter les mécanismes institutionnels chargés de l'égalité homme-femme, de la prise en compte de l'équité et du genre par la création d'un observatoire national de l'équité et du genre. L'observatoire contrôle le travail qui est fait, il fait le suivi-évaluation et il fait des recommandations et des propositions au gouvernement et il relève les avancées
Il identifie aussi les blocages et il fait les recommandations nécessaires pour que les situations soient décantées afin que l'égalité entre les hommes et les femmes et la prise en compte des spécificités des hommes et des femmes, des garçons et des filles dans leurs multiples dimensions de citadins, de ruraux, de personnes vivant avec des handicaps, de personnes confrontées à toutes sortes de problèmes soient prises en compte. Un développement ne peut pas être harmonieux s'il y a des gens que nous laissons au bord de la route. Tout le monde doit entrer dans le train du développement. Tout le monde doit avoir des opportunités, voilà, nécessaires en matière d'instruction, en matière de santé, en matière d'accès à toutes les opportunités pour apporter sa pièce à l'édifice que nous construisons et en pensant à une Côte d'Ivoire émergente. Dans le court, moyen et long terme, Oui. Quelles sont, on va dire, les expectations Oui. ou bien les résultats qu'on pourrait souhaiter attendre de cette structure que vous chapeautez? Voilà. Aujourd'hui, nous avons par exemple commencé par collecter toutes les données en matière d'égalité hommes-femmes. Toutes les données en matière de prise en compte des spécificités, des spécificités dans la mise en œuvre des projets et programmes en Côte d'Ivoire. Le genre est une question transversale et très utile au développement harmonieux. Et avec ces données qualitatives et quantitatives, nous allons faire le point de la situation. Et s'il y a des indicateurs qui ne peuvent pas être renseignés, parce que nous n'avons pas fait des études dans tel ou tel domaine pour avoir ces données, bon, nous allons donc demander que ces études, ou bien que ces enquêtes soient menées par secteur. Vous savez que les données sont des outils de plaidoyer. Par exemple, si nous voulons dire, par exemple, au chef du gouvernement que attention, là il y a un problème qui ne va pas, nous ne devons pas faire des affirmations gratuites. Ce sont les données qui doivent être les preuves de ce que nous avançons pour que les recadrages nécessaires soient faits. Et donc, actuellement, nous nous focalisons sur ces. Une fois que les données seront consolidées, on pourra voir quelles ont été les avancées, quelles ont été les stagnations et quelles ont été les régressions. Parce que parfois, il y a régression. Et c'est pour cela que nous collectons ces données sur plusieurs années. Nous avons espéré que les avoir de 2011 jusqu'à au moins 2019 pour avoir une idée véritable de la progression de toutes les activités menées en matière d'égalité homme-femme et en matière de développement. La Côte d'Ivoire à certains instruments internationaux ou bien en ratifiant certains instruments internationaux. Je pourrais vous citer la CEDEF, je pourrais la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination légale des femmes, je pourrais vous citer aussi la Déclaration de Beijing, la CIPD, qui est la conférence internationale sur la population et le développement. Je pourrais vous citer sur le plan, je pourrais citer sur la résolution 1325 en 2000 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les ODD, les objectifs du développement durable. Je pourrais vous citer sur le plan régional la déclaration solennelle des chefs d'État de l'Union africaine sur l'égalité homme-femme. Je pourrais aussi vous citer le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, qu'on appelle communément le protocole de Maputo. Je pourrais vous citer l'agenda 2063 de l'Union africaine et bien d'autres instruments où la Côte d'Ivoire était présente, peut-être certainement la Côte d'Ivoire a ratifié. Donc, quand on prend des engagements, on met tout en œuvre pour que ces engagements soient respectés.
Et en la matière, la Côte d'Ivoire a fait beaucoup. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple notre loi fondamentale, la Constitution de 2016, nous voyons que la Côte d'Ivoire affirme sa volonté de faire la promotion du genre, de lutter contre les inégalités, de lutter contre toutes ces pratiques traditionnelles néfastes qui handicapent la pleine participation des hommes et des femmes au développement. Et donc, en la matière, la Côte d'Ivoire a fait beaucoup. Nous voyons qu'il y a des lois, comme la loi sur le mariage, la loi sur la nationalité, la loi sur l'école obligatoire et les réformes des codes judiciaires, le code des procédures pénales, ou bien le code sur les personnes et la famille. Et nous voyons qu'il y a une véritable volonté, voilà, de faire en sorte que les choses changent. Mais en matière de représentation des femmes dans les instances, dans les assemblées élues, la toute dernière loi, je pense que c'est celle qui accorde le quota de 30% de femmes sur les listes de candidature à des places bien précises pour espérer qu'en fin de compte, il y ait davantage de femmes qui soient élues. Et ça, c'est une avancée. Nous espérons qu'avec de tels instruments, les femmes, quand même, qui sont déjà très dynamiques, se présenteront, soumettront leur candidature pour qu'il y en ait davantage, là où les décisions se prennent à l'Assemblée nationale et dans les assemblées élues. Mais les femmes aussi s'attendent à ce que, au cours des nominations, par exemple, elles soient davantage prises en compte. Parfois, on se demande, mais est-ce qu'il y a suffisamment de femmes qualifiées pour prétendre à des postes de prise de décision? Le président de la République, qui est aussi préoccupé par cette question, a fait élaborer ce qu'on appelle le compendium des compétences féminines par sa conseillère spéciale chargée des questions du genre. D'abord, c'était Mme Penon, et puis maintenant Mme Yahweh Frazi. Et le compendium est à sa deuxième production, je crois. Mais je pense que c'est un document très important qui comprend près de 14 000 femmes de tous les secteurs, des femmes de qualité, des femmes performantes qui vont du milieu agricole jusqu'à l'aéronautique. Donc il y a un vivier important, il y a une banque importante de femmes qui mériteraient quand même d'être mises au pied du mur dans les instances de décision pour qu'elles apportent aussi la sensibilité féminine aux prises de décision et au développement. Donc, il faudrait que les rassurer. Quand on parle d'égalité homme-femme, il ne faudrait pas qu'on nous ramène à des considérations auxquelles les femmes ne pensent pas du tout. Il ne s'agit pas de prendre les places des hommes. Non, les femmes n'y pensent pas du tout. Il s'agit de faire en sorte que le développement soit harmonieux, que les deux composantes se sentent valorisées parce qu'elles ont quelque chose à apporter et que comment dirais-je, les bénéfices de toutes les bonnes actions qu'on pose en matière de développement profitent également à toutes ces composantes. Vous voyez, les femmes, on ne va pas revenir sur cette démonstration. Les femmes, il est prouvé que lorsque les femmes ont de l'autonomie, surtout de l'autonomie financière, c'est toute la famille qui en profite, à commencer par les enfants. Elles sont les soutiens des hommes, elles sont les soutiens des familles. Et c'est pour cela qu'une femme doit être autonome à tous les points de vue. Et vous savez qu'on a connu plein d'ajustements structurels. Nos parents ont connu plein d'ajustements structurels où vraiment les emplois salariés ont été réduits. Les hommes ont perdu leur emploi. Mais si notre Afrique est un pays comme la Côte d'Ivoire,
est restée debout, c'est parce que les femmes se sont levées et elles ont fait de petits métiers, des petits commerces pour soutenir les familles. Et c'est pour cela elles ont permis que les enfants aillent à l'école, elles ont permis que les maris aient l'argent nécessaire pour aller continuer à chercher du travail ou bien monter une petite entreprise. Vous voyez, c'est tout ce qui fait que la vie, vous savez, avant on disait que la place de la femme était à la maison et l'homme devait aller travailler à l'extérieur pour apporter la subsistance. C'était bien, c'était très beau. Mais la situation n'est plus la même. Les choses sont devenues très, 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 très difficiles. Un seul individu ne peut pas vraiment prendre efficacement en charge une famille. Ce sont des stress à n'en plus finir. Lorsque l'homme, c'est lui seul qui rapporte les moyens de subsistance à la maison, il n'est pas très heureux, c'est des stress à n'en plus finir, c'est des palabres à n'en plus finir. Et donc, pour la cohésion sociale, il faut qu'on comprenne que on doit capitaliser les intelligences et les énergies de toutes les composantes de la société. Je vous remercie.